Ce troisième dossier concerne un homme qui a 55 ans. Cet homme d'un certain âge, lorsqu'on a un dossier clinique d'un homme d'un certain âge, on pense soit à pathologie fonctionnelle, soit à une pathologie tumorale. Cet homme qui a 55 ans vient vous voir parce qu'il a des symptômes. Il a des symptômes urinaires, il a une pollacurie, une dysurie, donc des troubles urinaires du bas appareil, a priori vésical ou sous-vésical. Ces troubles se sont aggravés, il vient de vous voir parce qu'il y a une plainte. Donc vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il faudra répondre à cette plainte. Ce patient n'a pas d'antécédents, à l'examen clinique, il n'y a pas grand-chose, la prostate est souple, elle fait environ 50 ml ou 50 grammes. Son médecin traitant lui a prescrit un bilan, une échographie, et il vous montre les résultats. Que dit le bilan? Rien d'extraordinaire. Ce patient a une créatinine qui est normale. Il a un PSA qui n'est pas alarmant, mais qui doit quand même vous faire penser à quelque chose d'essentiel. C'est le dépistage du cancer de la prostate. Qu'est-ce que le dépistage du cancer de la prostate? C'est lorsque le PSA est supérieur à 4, il faut faire des biopsies de la prostate. Dépistage, c'est deux choses, toucher rectal suspect ou PSA supérieur à 4. Donc, vous devez bien penser qu'à un moment donné, peut-être, on vous posera une question ciblée sur ce PSA qui est considéré comme trop élevé. Le CBU est stérile, rien d'inquiétant. A priori, ces troubles urinaires ne sont pas dus à une infection urinaire, pas de prostatite. L'échographie montre rien de particulier, la vessie est normale, elle se vide bien, il n'y a pas de résidus, et le volume de la prostate correspond à ce que vous aviez vu, ce que vous aviez objectivé, ce que vous aviez senti, ce que vous aviez mesuré à l'examen clinique, environ 50 grammes ou 50 millilitres, c'est exactement pareil, la densité de la prostate est environ de 1, donc on parle en millilitres ou en grammes, ça revient exactement au même. Première question, quel est votre diagnostic? Ça peut paraître complètement stupide comme question, c'est une question importante. Beaucoup de cas cliniques commencent par cette question et souvent ça fait la différence entre les gens qui vont au bout des choses et toutes les autres personnes, tous les autres candidats qui vont aller d'emblée à l'essentiel et oublier des points importants. Quel est le diagnostic chez un homme qui a plus de 50 ans? Tous les hommes de plus de 50 ans ont une hypertrophie bénigne de la prostate. Tous les hommes ont de l'adénome dans la prostate. 100%. Donc, vous vous doutez bien que ce qu'on cherche à vous faire dire, c'est que ce patient n'a pas juste une hypertrophie bénigne de la prostate. Tous les hommes de plus de 50 ans ne vont pas voir leur médecin parce qu'ils ont une hypertrophie bénigne de la prostate. Lui, il vient parce que son hypertrophie, elle est symptomatique. Donc, ce qui distingue les hommes d'autres, ce qui les distingue du reste de la population, c'est que la majorité des hommes ont une hypertrophie bénigne de la prostate qui passe complètement inaperçue, mais ils ont une prostate qui est plus ou moins augmentée de volume, qui a de l'adénome au niveau de la zone centrale, et un certain nombre d'entre eux ont des symptômes qui sont des symptômes obstructifs, le plus souvent, ou irritatifs, parce que l'adénome dans la prostate entraîne une irritation au niveau du col de la vessie, d'où une pollacurie. Cette pollacurie peut aussi être due à l'obstruction elle-même, puisque lorsque la vidange vésicale est incomplète, on va uriner plus souvent. Là, a priori, ce n'était pas le cas. On a vu à l'échographie qu'il n'y avait pas de résidus post-mictionnels. On peut expliquer cette pollacurie par une irritation vésicale due à l'adénome. La dysurie, clairement, c'est l'obstruction prostatique. Ce patient est symptomatique. Chez un patient qui a une hypertrophie
bénigne de la prostate, est-ce qu'on va pratiquer des examens complémentaires? On pratique en effet des examens complémentaires. Certains d'entre eux ont déjà été prescrits. Ce patient a eu un ECBU, ce qui est essentiel quand on a des troubles urinaires du bas appareil. Il faut éliminer une infection. Ce patient a eu une échographie. Il a eu un dosage de la créatinémie, ce qui a permis d'évaluer le retentissement de cette maladie fonctionnelle. Toujours penser au retentissement lorsqu'on a une maladie fonctionnelle. Mais ce que ce patient n'a pas eu, c'est des biopsies de la prostate. Il a un PSA qui est à 4,2, qui est au-dessus de ce qui est considéré comme la normale. 4,2 nanogrammes par millilitre. Il y a clairement une indication à faire des biopsies de la prostate. Ces biopsies de la prostate, beaucoup de gens probablement vont y penser. C'est pour ça qu'il faut préciser, pour distinguer les candidats entre eux, il faut préciser comment on fait ces biopsies. On les fait de manière systématisée, c'est-à-dire qu'on les répartit harmonieusement dans la prostate, puisque à l'échographie, on n'arrive pas à distinguer des zones suspectes des zones normales. C'est un très mauvais examen, l'échographie. Ça permet juste de voir la glande et de diriger les biopsies. Ces biopsies sont faites donc grâce à l'échographie et par voie endorectale. Vous devez préciser tous ces éléments. Ce qu'on pourrait préciser en plus, là ce n'est pas coté, mais ce qu'il faudrait préciser en plus, c'est qu'il faut donner une antibioprophylaxie avant les biopsies, le plus souvent une fluoroquinolone, de l'oflocète, très souvent. On donne ça à quelques heures avant l'examen. Et il faut faire un lavage rectal, donc un microlax ou un normacol, avant les biopsies. Est-ce qu'on propose un traitement à ce patient? Là, on a une question directe. Il va falloir répondre par oui ou par non. Et bien sûr, il va falloir préciser. Si ce patient, et là c'est une question de logique, si ce patient, vous ne lui proposez pas de traitement, il ira voir quelqu'un d'autre. Il est venu, pas parce qu'il avait un PSA élevé et parce qu'il était inquiet pour son PSA, il est venu parce qu'il avait des symptômes. Il est venu parce qu'il était gêné, parce qu'il a une maladie fonctionnelle. Et vous, en tant qu'urologue, en tant que médecin généraliste, en tant que médecin tout court, quand quelqu'un vient vous voir pour une maladie fonctionnelle, vous devez évaluer le retentissement sur sa qualité de vie, le retentissement des symptômes, la fréquence des symptômes, le niveau de gêne du patient. Et bien sûr, s'il est gêné, et là on vous dit qu'il est gêné dans l'énoncé, il va falloir le traiter. Comment est-ce qu'on traite une hypertrophie bénigne, symptomatique de la prostate? En première intention, on donne un traitement médical, toujours. Donc oui, on traite ce patient. On lui donne un traitement médical et on commence toujours par une monothérapie. On a le choix entre 3 médicaments, un alpha-bloquant, un inhibiteur de la 5-alpha-réductase ou la phytothérapie, c'est des médicaments à base de plantes. On a le choix entre ces 3 types de médicaments. Ça, ce sont les recommandations. Donc, il faut connaître par cœur ces 3 possibilités thérapeutiques. Pourquoi est-ce qu'on traite ce patient? Je vous l'ai dit, il est symptomatique. Il faut absolument répondre à sa demande. Il vient vous voir pour quelque chose de précis. Il n'est pas venu vous voir pour avoir des biopsies de la prostate. C'est ce que vous lui annoncez quand il arrive à votre consultation. Mais par contre, il a des symptômes qui le gênent. Vous le traitez, il est satisfait et il revient vous voir. Il revient vous voir pourquoi? Parce que vous lui avez prescrit des biopsies prostatiques. Donc là aussi, si vous lisez tout l'énoncé, vous devez comprendre que s'il a réalisé des biopsies prostatiques, c'est parce que vous les avez prescrites. Donc ça permet en plus de vous aider, de vous orienter sur les questions précédentes. Et ces biopsies, elles montrent la présence de cancer. Donc l'adénocarcinome, tout le monde le sait, c'est un cancer, un carcinome. Adéno, c'est la glande, c'est un cancer glandulaire, un adénocarcinome de la prostate. Et il a un score de Gleason 3+3. Le score de Gleason, c'est le grade du cancer. Pour tous les cancers, quelle que soit la nature
et la localisation du cancer, pour absolument tous les cancers, on les évalue avec d'une part le stade tumoral et d'autre part le grade tumoral. Tous les cancers. Le stade, c'est quoi? C'est ce qu'on vous demande. Le stade TNM. Le grade, c'est le degré de dédifférenciation cellulaire. On regarde les cellules tumorales et on regarde plus particulièrement si elles sont bien différenciées ou indifférenciées. Ça, c'est le grade pour tous les cancers. Le stade, c'est autre chose, c'est complètement différent. Et du coup, on a ces deux critères, ces deux moyens d'évaluation du cancer, le grade, le stade, qui sont indépendants l'un de l'autre et qui permettent d'avoir une idée du pronostic de la maladie, puisque à la fois le grade et le stade sont corrélés, sont associés de manière significative à la survie. Et c'est bien pour ça que c'est très important d'avoir pour tous les cancers à la fois le grade et le stade. Le stade maintenant. Le stade, c'est plus compliqué que le grade. Le stade, il y a 3 éléments. Il y a T comme tumor. Il y a N comme nodes, les ganglions. Et il y a M comme métastasis. 3 éléments dans le stade. On vous demande quel est le stade TNM de ce patient. Là, on se doute qu'il s'agit du stade clinique. Vous le savez, c'est dans vos cours. Il y a 2 manières de donner le stade. Soit on donne le stade pathologique, et à ce moment-là, il s'agira du PTNM. Soit on vous demande le stade clinique, et c'est le CTNM. Dans la plupart des cancers, c'est la même chose. Sauf que dans un cas, le cas du CTNM, on évalue ce stade avec des examens morphologiques. Et dans l'autre cas, le cas du PTNM, on évalue le stade avec l'analyse de la pièce opératoire. Pathological TNM ou clinical TNM. Là, on vous demande le stade TNM, donc logiquement, ce patient n'a pas été opéré, on évalue le stade clinique. Comment est-ce qu'on évalue le stade clinique d'un patient qui a un cancer de la prostate a priori localisé? Pourquoi localisé? Parce que son PSA est très bas. Lorsque le PSA est inférieur à 10, a priori le cancer est localisé. Le toucher rectal montre une prostate souple, donc a priori le cancer est localisé, il n'est pas localement avancé. Donc a priori, il n'y a pas grand-chose à faire chez ce patient. Le stade de ce patient, chez qui le toucher rectal est normal, chez qui le PSA était légèrement élevé et chez qui on a fait des biopsies de la prostate, son stade est par définition un stade T1C. Le stade T1C, c'est environ 80% des diagnostics de cancer de la prostate en France. C'est un stade localisé, très tôt dans l'évolution naturelle du cancer, à un stade qu'on appelle infraclinique. C'est infraclinique. Contrairement au T2, qui est lui aussi un stade localisé, comme dans tous les cancers T1 ou T2, c'est des cancers localisés, sauf que le T2, il n'est plus infraclinique, il est clinique, on le sent au toucher rectal. T2, ça veut simplement dire que le cancer a été diagnostiqué parce qu'on a fait un toucher rectal et qu'il était suspect. T2A, c'est unilatéral, T2B, c'est suspect de manière bilatérale, mais c'est localisé. Lorsqu'on rentre dans les T3, les T4, ce n'est plus un cancer localisé, c'est comme ça pour tous les cancers, T1, T2 localisé, T2, T3, T4 localement avancé. Et c'est vrai aussi pour la prostate. Son stade
N. Est-ce qu'on l'a évalué chez ce patient? On ne l'a pas évalué. Il n'a pas eu d'examen morphologique, on ne sait pas s'il a un envahissement ganglionnaire. On imagine qu'il n'en a pas, c'est un cancer qui a été diagnostiqué très tôt, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne le sait pas. Et donc, quand on ne sait pas, on met NX. Le stade M, les métastases, dans le cancer de la prostate, dans quasiment la totalité des cancers métastatiques, c'est une atteinte osseuse. Ce patient, a priori, n'a pas d'atteinte osseuse, il n'a pas de douleur osseuse. Lorsque le PSA est inférieur à 10, le risque d'avoir des métastases est infime. Il est très très faible. Il est de 0,1% à peine. Mais on ne le sait pas, on ne l'a pas objectivé avec la scintigraphie osseuse. Donc, il est MX. Alors, devant ce patient qui a un cancer a priori T1C, NX, MX, quels examens va-t-on faire? Quel bilan va-t-on faire chez ce patient afin d'essayer d'en savoir plus, afin d'avoir une vision plus objective, plus fiable de la stadification tumorale? On a le grade, on ne s'occupe plus du grade, on s'occupe du stade. Le bilan d'extension, quand on vous pose une question sur un bilan d'extension, il faut toujours avoir le réflexe de penser à la clinique en premier. Quand on vous parle de bilan, ça peut être un bilan clinique. Donc évidemment, on commence par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan clinique? Il a déjà eu un toucher rectal. On ne va pas le refaire. Par contre, on peut lui demander s'il a des douleurs osseuses. Ça, c'est important pour évaluer la présence ou non de métastases osseuses. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire sur le plan clinique chez ce patient. Sur le plan paraclinique maintenant, il n'y a qu'une seule chose à faire. Le cancer de la prostate, lorsqu'il est localisé, c'est très facile. On se base sur le PSA, qui est lui-même un facteur pronostique très important et indépendant de tout le reste. Lorsque le PSA est très bas, lorsqu'il est inférieur à 10, on se doute bien qu'il n'y a pas de métastase. Donc on ne fait pas de scintigraphie osseuse. On n'en fait pas. On fait une scintigraphie osseuse uniquement lorsque le PSA est supérieur à 10. Mais c'est bien de le dire. Donc, ça rapporte des points. Ce qu'on fait quasiment systématiquement chez un patient qui a un cancer de la prostate localisé et qui est à un âge, évidemment, où un traitement curatif aurait un intérêt, et vous savez que le traitement curatif, on le propose uniquement lorsque l'espérance de vie est supérieure à 10 ans, parce que c'est un cancer qui évolue très lentement, donc ça ne sert à rien de faire un bilan d'extension pour un cancer localisé à un patient qui a 80 ans, typiquement. Ce patient, il a 55 ans. Il pourrait bénéficier d'un traitement curatif, donc il faut lui faire ce bilan, et ce bilan repose uniquement sur l'IRM prostatique et pelvienne. Pourquoi est-ce qu'on fait une IRM prostatique et pelvienne? On se doute que c'est un T1C, le toucher rectal ne montre rien de particulier, mais l'IRM est beaucoup plus sensible que le toucher rectal pour trouver, pour mettre en évidence un dépassement capsulaire ou une extension vésicule séminale, donc une extension locale, pour rechercher un cancer localement avancé, et du coup pour faire la différence entre un T1, T2 d'un T3, T4. C'est le but de l'IRM prostatique. Elle se fait par voie endorectale, le plus souvent, et on étend cette IRM au pelvis pour voir les ganglions. Donc cette IRM permet d'une part de faire l'évaluation ganglionnaire au niveau du pelvis, donc les ganglions ilio-obturateurs, les ganglions iliaques, et elle permet de faire l'évaluation locale de la prostate, rechercher une extension capsulaire, un dépassement capsulaire, ça serait le stade T3A, voire une atteinte des vésicules séminales, ça serait le stade T3B. Vous faites ce bilan confirme le caractère localisé du cancer, c'est-à-dire T1 ou T2. A priori, il n'est pas T2, le toucher rectal est normal. Donc, c'est bien un T1C.
parce qu'on l'a diagnostiqué devant une élévation du PSA. Quelles sont les possibilités thérapeutiques chez un patient qui a un cancer de la prostate localisé? Les possibilités thérapeutiques chez ce patient en particulier sont au nombre de 2. Et ça, tout le monde le sait. Les 2 traitements de référence du cancer de la prostate localisé sont d'une part la prostatectomie radicale, d'autre part la radiothérapie externe conformationnelle. Tout le monde le sait. Si vous précisez que l'objectif du traitement, c'est d'être curatif, là vous aurez des points supplémentaires. C'est un traitement à visée curative. Vous précisez l'objectif du traitement. Ce patient, on peut soit lui faire la chirurgie avec un curage ganglionnaire, soit lui faire la radiothérapie externe conformationnelle. Ces 2 traitements, sur le plan du résultat carcinologique, ont exactement la même efficacité, avec un recul de 10 à 15 ans. Sur le plan de l'efficacité fonctionnelle, ils ont tous les 2, malheureusement, un impact fonctionnel important. Il y a une morbidité très importante dont on va parler. Certains d'entre vous, peut-être, ont marqué curithérapie. La curithérapie correspond à l'insertion par voie transpérinéale percutanée de petits grains d'iode radioactifs dans la prostate. Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique à visée curative. Ce n'est pas le traitement de référence, mais c'est une alternative thérapeutique qu'on peut proposer dans des cas bien précis. Ce patient, malheureusement, n'avait pas les critères pour avoir une curithérapie. Pourquoi? La curithérapie se propose aux patients qui ont une prostate de moins de 40 grammes. Ce n'était pas le cas chez ce patient. Elle se propose chez des patients qui n'ont pas de troubles urinaires du bas appareil, des patients qui n'ont pas une hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique, parce que ça risque d'aggraver les symptômes. Et par contre, elle peut se proposer aux patients qui ont une prostate de moins de 40 grammes, qui n'ont pas de symptômes, qui ont un cancer bien différencié, Gleason 3+3, et qui ont un nombre de biopsies positives limité, ce qui fait penser à un faible volume tumoral. Donc, pour l'internat, ce que je vous conseille, c'est de parler des traitements de référence. Les 2 traitements de référence sont ces 2-là. Vous pourrez éventuellement rajouter curithérapie si vous êtes sûr de vous, mais là, en l'occurrence, c'était une contre-indication à la curithérapie. Ce patient décide d'être opéré. Donc, prostatectomie radicale avec curage ganglionnaire iléo-obturateur. Quels sont les effets secondaires possibles de cette intervention? Lorsqu'on parle d'effets secondaires d'une opération, il faut bien sûr penser aux effets secondaires spécifiques, à la morbidité spécifique de l'acte lui-même. Et ça, encore une fois, tout le monde le saura, tout le monde a lu son cours sur le cancer de la prostate. Donc il faut penser à d'autres choses pour faire la différence. Quelles sont ces autres choses? Bien évidemment, les effets secondaires globaux de toute chirurgie, pas seulement aux effets secondaires spécifiques de la prostatectomie que tout le monde connaît. Les effets secondaires de la chirurgie en général, les effets secondaires de l'anesthésie en général, qui sont, pour l'anesthésie, les troubles du rythme cardiaque, les troubles de la conduction cardiaque, le décès, toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance respiratoire, des problèmes d'anesthésie. Sur le plan chirurgical, qu'est-ce que peut entraîner une intervention chirurgicale? Toutes sortes de complications au niveau de la zone opérée, complications infectieuses, complications hémorragiques, au niveau de la paroi, au niveau de la cicatrice. Les complications après l'opération, c'est les complications de décubitus, et en particulier les complications infectieuses, les complications d'escar, les complications thromboemboliques. Donc il y a un moyen mnémotechnique, c'est les 4 P.
il faut penser systématiquement aux 4 P. Premier P, phlébite, donc phlébite, embolie pulmonaire, tout ce qui est thromboembolique. Deuxième P, c'est la peau, donc l'abcès de paroi, par exemple, les escarres. Le troisième P, c'est les poumons, infection pulmonaire, pneumopathie. Pourquoi? Parce que le patient, il tousse pas beaucoup, il a mal quand il tousse, il a une cicatrice, il est encombré, il est allongé, ça s'infecte, pneumopathie. Et le quatrième P, enfin, c'est le pipi, infection urinaire, forcément. Le patient, après une intervention chirurgicale, il a une sonde vésicale, mais pas que pour la prostatectomie radicale. Pour toute grosse chirurgie, on a une sonde vésicale. Une sonde vésicale, c'est un corps étranger, risque d'infection urinaire. Ça, ce sont les 4 P, c'est un bon moyen mnémotechnique pour ne rien oublier. Alors, pourquoi les effets secondaires spécifiques de la prostatectomie radicale sont l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile? Tout simplement parce que si vous avez une vessie avec une prostate, un urètre avec la verge au bout, vous avez le sphincter strié qui est juste sous la prostate. Ce sphincter, vous risquez de le léser. Pourquoi? Parce que quand on va couper la prostate, on va passer au ras du sphincter. Et on va passer au ras de la vessie. Donc, le risque, c'est de se taper le sphincter et d'entraîner une dysfonction sphinctérienne, une insuffisance sphinctérienne avec incontinence urinaire. Pourquoi il y a un risque de dysfonction érectile? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les bandelettes vasculonerveuses qui passent sur les bords latéraux de la prostate, c'est les nerfs de l'érection. Ils sont tout petits, on ne les voit pas, et quand on enlève la prostate, on risque de les léser, soit de manière directe, par traction, par coagulation, soit de manière indirecte, tout simplement, à cause de l'inflammation post-opératoire. Vous opérez ce patient, 2 jours après, donc on est à J2, on est en post-opératoire précoce, le patient est hospitalisé, l'infirmière vous appelle parce que le drain de Redon pose un problème. Ce drain de Redon a ramené 350 cc d'un liquide jaune citrin en 24 heures. Alors ça, c'est une question très chirurgicale. Il faut essayer d'être logique. Peu de gens vont réussir à répondre à cette question. Ceux qui vont réussir à répondre à cette question, c'est ceux qui sont passés en chirurgie. Parce qu'en chirurgie, avec très peu d'expérience chirurgicale, on a tout de suite les bons réflexes. Quand on n'est jamais passé en chirurgie, c'est plus difficile, il faut essayer d'être logique. Le drain de Redon, il est posé où en péropératoire? Il est posé dans la zone opérée, donc au niveau du pelvis, là où on a enlevé la prostatectomie, donc dans le lit de l'exérèse, dans le lit de la prostatectomie radicale. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait la prostatectomie radicale? On a fait une anastomose. On a mis la vessie sur l'urètre et on a fait une suture tout autour. Et cette suture, on l'a faite sur une sonde vésicale pour drainer les urines de la vessie. Donc ce patient a une sonde vésicale et il a un drain de Redon qui est au niveau de la zone opérée en regard de la suture vésicale. Qu'est-ce que peut ramener un drain de Redon? Qu'est-ce qui peut sortir comme liquide? Ça peut être du sang, mais c'est pas ça. Ça serait rouge. Là, on vous dit que c'est jaune. Qu'est-ce qui est jaune dans le corps comme liquide? Alors, évidemment, c'est l'urine. On parle d'urologie, on parle d'une suture urinaire. Un drain de Redon qui ramène un liquide jaune, a priori, c'est de l'urine. Et à ce moment-là, s'il y a de l'urine qui va d'un conduit anatomique vers l'extérieur sans passer par le bon conduit, c'est ce qu'on appelle une fistule. Donc ça serait une fistule cutanée, a priori, puisqu'elle est drainée par le Redon. Donc une fistule urinaire, et plus précisément une fistule anastomotique. Donc de l'urine qui sort de l'anastomose, une fistule anastomotique. Mais là, on vous parle d'hypothèse au pluriel. Donc, on pense plus facilement à la fistule urinaire, puisqu'il s'agit d'une intervention sur les voies urinaires,
qu'on a fait une suture urinaire, mais là, on vous demande de trouver autre chose. Il faut penser à deux choses. Quelles sont les deux choses? Quelle est la deuxième chose à laquelle il faut penser? Il faut penser à un autre liquide d'une autre nature qui serait jaune, mais il faut surtout penser à l'intervention elle-même. Vous savez ce que vous avez marqué, vous savez qu'on ne fait pas qu'une prostatectomie radicale, qu'on fait aussi une lymphadénectomie, un curage ganglionnaire, et quand on fait un curage ganglionnaire, on enlève des ganglions, donc on ligature ou on clippe les petits lymphatiques, et si les petits lymphatiques sont mal clippés, ils donnent de la lymphe, et la lymphe, c'est jaune citrin, comme l'urine. Et s'il y a un drain de redon dans le coin, il va drainer aussi la lymphe. Donc, les deux hypothèses diagnostiques, c'est en effet la fistule urinaire, à laquelle vous devez penser, bien sûr, ou la lymphocèle, qui, elle, serait secondaire au curage ilio-obturateur. Pour bien comprendre les complications de l'intervention, il faut bien comprendre l'intervention elle-même. La prostatectomie radicale consiste à couper la prostate, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'urètre, juste avant le sphincter. Donc on met l'urètre sur l'acque. Là, on voit par transparence la sonde vésicale qui est dans la vessie. Et la prostate va de là à là. Lorsqu'on fait la suture, on a la vessie, on a tout en bas l'urètre, et vous voyez qu'on a plusieurs fils. En général, on met 6 à 10 fils en fonction des chirurgiens. Mais vous comprenez bien que cette anastomose, elle n'est pas étanche. On fait des points séparés, il y a toujours quelques millimètres entre l'urètre et la vessie. Quelques millimètres entre chaque fil. Et l'urine peut très bien passer par là. C'est pour ça qu'on met une sonde vésicale avec le ballonnet gonflé dans la vessie. Cette sonde permet de drainer les urines. Le temps que ça cicatrise, on la laisse en général 6 à 7 jours. Si jamais cette sonde vésicale se bouche, forcément, l'urine sortira par là où c'est le plus facile, c'est-à-dire entre les trous qui sont entre les fils. Alors, vous pensez à la fistule urinaire, vous pensez à la lymphocèle, comment est-ce que vous allez faire votre diagnostic? Parfois c'est évident, vous vous rendez compte que la sonde vésicale ne donne rien, donc forcément, si la sonde vésicale ne donne rien et que le redon donne énormément, vous pensez forcément à une fistule urinaire. Mais lorsque la sonde vésicale donne quand même, comment est-ce que vous allez faire la différence entre de l'urine et de la lymphe? C'est très simple. Là, on vous demande un examen biologique simple. Qu'est-ce qui est caractéristique de l'urine par rapport à la lymphe? C'est que l'urine, c'est l'urine. La lymphe, c'est le sang. La lymphe, c'est pareil que le sang, sauf qu'il n'y a pas de globules rouges. Donc, comment est-ce qu'on distingue? En essayant de différencier l'urine du sang. Qu'est-ce qui les différencie? C'est la créatinine. Vous savez que la créatinine URI est environ 1000 fois supérieure à la créatinine EMI. La créatinine EMI est égale à la créatinine dans la lymphe, puisqu'il s'agit des mêmes liquides biologiques, alors que la créatinine URI est 1000 fois plus importante. Si vous dosez la créate dans le redon et qu'elle est plus de 1000 fois supérieure à la créatinine EMI, il s'agira d'une fistule urinaire. Finalement, l'évolution est favorable. Le drain de redon ne donne plus rien. Vous finissez par l'enlever. Le patient à J6 va bien. Vous retirez la sonde. Il reprend des missions spontanées. Il quitte le service. Et maintenant, on vous pose une question très simple. Comment est-ce que vous allez évaluer le résultat carcinologique? Le résultat carcinologique, c'est-à-dire l'efficacité de votre traitement sur le cancer. Comment on évalue l'efficacité d'un traitement pour un cancer de la prostate localisé? Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est une consultation qui est très facile. La seule chose à faire, c'est doser le PSA
qui doit être nul, et il devient nul en général au bout d'un mois, un mois et demi. Il doit être nul. Le PSA, c'est sécrété par la prostate, on retire la prostate, le PSA doit être indosable. Ce patient, en venant vous voir, est quand même assez inquiété parce qu'il n'a pas d'érection. Vous l'avez prévenu bien évidemment avant l'opération, mais il aimerait quand même avoir des rapports sexuels et il vous demande si le Viagra pourrait l'aider. Alors qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à ce patient? Pour pouvoir lui répondre, pour pouvoir lui expliquer, il faut que vous compreniez quelle est déjà la physiologie de l'érection et que vous compreniez quel est le mécanisme d'action du Viagra. Et le mécanisme d'action du Viagra, comme tous les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, donc il y a le Viagra, le Levitra, le Cialis, il y en a 3, ben, ils n'agissent pas en créant une érection, mais ils agissent en augmentant et en prolongeant une érection. Donc si un patient a une dysfonction érectile parce qu'il n'y a plus de nerfs, c'est pas avec un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 que vous arriverez à créer une érection. Ces médicaments ne permettent pas de créer une érection. Ces médicaments agissent lorsqu'il y a un désir, qu'il y a des nerfs qui permettent d'entraîner une libération de NO au niveau de la verge, au niveau des corps caverneux. Et ces inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 vont prolonger, vont renforcer l'érection en inhibant la dégradation du NO. Comme vous le voyez sur ce schéma, il y a une stimulation, donc les nerfs interagissent ici, les nerfs conduisent cette stimulation, il faut qu'ils soient présents. Grâce à cette stimulation, il y a une libération locale de monoxyde d'azote, de NO, au niveau des corps caverneux, et ce NO va être dégradé assez rapidement. Ce NO active le GTP, qui est transformé en GMP. Le GMP entraîne la vasodilatation au niveau des corps caverneux, et donc l'érection. Ce GMP va être dégradé assez rapidement, et lorsqu'il n'y a pas beaucoup de GMP, donc lorsqu'il y a un problème vasculaire local, chez les patients diabétiques, chez les patients qui ont une artériopathie, chez les patients fumeurs, les patients alcooliques, ces patients-là ont la particularité de libérer peu de NO parce qu'ils ont des vaisseaux qui sont un petit peu pourris. Il y a l'athérome, il y a plein d'autres choses, il y a plein de toxiques locaux qui font qu'il y a moins de NO, donc il y a moins de GMP, et du coup, il y a moins d'érection. Si vous donnez du Viagra, vous inhibez à ce niveau-là, vous inhibez la dégradation du GMP, le GMP va augmenter, et ça va soit renforcer, soit prolonger, les deux en général, l'érection. Ce patient a une prostatectomie radicale, son problème, il est en amont, il est là. Le Viagra, le Levitra, le Cialis ne peuvent pas fonctionner. Ce qu'on donne à ces patients, c'est d'autres médicaments qui entraînent une érection mécanique. On donne, en général, on propose à ces patients des injections intracaverneuses dérivées de prostaglandine, et ces injections intracaverneuses provoquent une stimulation locale directe sans passer par les nerfs, sans passer par le désir. C'est purement mécanique. Ça entraîne une stimulation locale et une érection qui est purement mécanique. C'est le seul traitement qu'on peut proposer aux patients qui n'ont plus de nerfs. Les patients qui ont un problème local mais qui ont des nerfs qui sont normaux, qui ont un désir avec une conduction du signal qui est normale, vous pouvez leur proposer du Viagra. Donc tous ces médicaments, tous ces inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 sont réservés aux diabétiques, aux patients qui ont de l'athérosclérose, aux patients qui ont un problème local et qui ont une diminution de leur érection et qui veulent renforcer leur érection, mais pas aux patients qui ont une section des nerfs de l'érection.
En conclusion, il fallait bien évidemment connaître votre cours, mais ça, en général, en D4, ce n'est plus un problème. Mais il fallait surtout comprendre que l'hypertrophie bénigne de la prostate est une maladie fonctionnelle et qu'il faut donc évaluer les symptômes, traiter les symptômes. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il fallait absolument tout de suite penser au dépistage du cancer de la prostate parce que le PSA était supérieur à 4 nanogrammes par millilitre. Et enfin, il fallait bien connaître la stadification, l'évaluation du stade donc, du cancer de la prostate et bien comprendre que le PSA, on l'utilisait à la fois comme marqueur de dépistage, marqueur diagnostique, on l'utilise comme marqueur pronostic. Là, il n'y avait pas de question sur le pronostic en particulier lié au PSA, mais il fallait quand même comprendre qu'on ne fait pas de scintigraphie osseuse lorsque le PSA est inférieur à 10, ce qui prouve bien que le PSA est un facteur pronostic. Et enfin, il fallait savoir que le PSA est un très bon marqueur de surveillance du cancer de la prostate après traitement curatif, puisque après prostatectomie radicale, le PSA doit rester indosable. Enfin, sur le plan méthodologique, il faut évidemment comprendre la logique du cas clinique, suivre cette logique et céder des questions pour pouvoir répondre aux questions précédentes. Les items abordés étaient bien sûr le cancer de la prostate, l'adénome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate, les troubles de la miction, donc tout ce qui était tuba, troubles urinaires du bas appareil, dysurie, pollacurie, et enfin les troubles de l'érection, puisque c'est au programme, et bien comprendre le mécanisme de l'érection et la physiopathologie des problèmes de l'érection.